Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas trop ce que la vidéo au final donnera, mais le fait est que bientôt, dans quelques mois, je vais déménager et je vais essayer de commencer à faire des cartons. Et il va falloir que je commence à mettre en carton mes livres et j'en profiterai également pour faire le tri. Et l'idée, je pense, c'est que je vous montre un petit peu, pourquoi pas les livres dont je souhaite me débarrasser et puis les livres un peu marquants qui sont dans ma bibliothèque. Voilà, c'est un peu l'occasion de connaître un peu mieux mes lectures. Alors, d'une manière générale, ma bibliothèque, il y a une organisation sous-jacente. Il y a, je sais, par exemple, là j'ai un casier spécial lettres classiques, là j'ai aussi un casier spécial théâtre. Il y a plus ou moins un rangement de faits. Je sais que j'ai tendance à mettre en avant les livres que je n'ai pas lus, mais il y a aussi une histoire d'esthétique, je veux que ça fasse un peu joli. Donc il y a une règle sous-jacente, une logique, avec une tonne d'exceptions. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Alors, j'ai déballé le contenu de mon premier casier, que vous voyez ici. Alors, je vais m'arrêter sur quelques livres que j'ai. En fait, c'est un casier où j'ai notamment essayé de réunir un petit peu toute la littérature italienne que j'ai, mais je sais qu'ils ne sont pas tous là. Mais par exemple, j'ai du Elena Ferrante que je n'ai pas lu, j'ai du Italo Calvino que j'aime beaucoup, du Dino Buzzati, du Pétrarque. Et j'ai aussi Goldoni. Alors je pense pas qu'il soit très connu, Goldoni. Moi j'ai appris son existence il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un dramaturge italien qui part en exil à Paris au XVIIIe siècle. Et en fait je me suis intéressée à lui parce que j'aime beaucoup Marivaux, même si j'ai lu assez peu de ses pièces finalement, mais j'aime beaucoup Marivaux et notamment sa pièce La surprise de l'amour. Et j'étais à la recherche d'autres dramaturges qui étaient dans cette même veine-là, et apparemment Goldoni est dans cette veine-là. Donc j'avais pris un recueil de quelques-unes de ses pièces avec La plaisante aventure, La manie de la villégiature, Barouf à Chioggia, L'éventail ou encore Le bourru bienfaisant. Voilà. Alors parmi les livres de la littérature italienne dont je vais me débarrasser, je vais me débarrasser de Palomar d'Italo Calvino. En fait c'est un livre en italien et je pense vraiment que jamais je le lirai finalement. Je l'avais acheté d'occasion acheté d'occasion il n'y a pas si longtemps. Et puis quand j'ai regardé le sujet de ce livre, je me suis dit que c'était pas le meilleur livre pour apprendre à lire en italien en fait. Donc voilà, donc celui-là je vais m'en débarrasser. C'est un livre aussi où j'ai réuni tous les Pearl Buck de ma mère, que j'ai récupéré dans la bibliothèque de mes grands-parents. J'ai découvert Pearl Buck, qui est une autrice américaine, mais qui est née en Chine, a vécu en Chine, dont la première langue maternelle, en fait, elle a parlé chinois, je crois même avant l'anglais. Et je l'ai découverte en lisant le livre Fils de dragon, que je n'ai pas ici, que j'avais prêté à une amie que j'ai perdue de vue, dans une très vieille édition. Et j'avais adoré ce livre, je l'avais adoré, c'était trop bien, je vous le conseille. C'était un livre qui se passait en Chine, où on suit une famille de paysans chinois. Et j'ai la suite, qui est Promesse. Hop. Et donc j'ai d'autres livres de Pearl Buck ici, parce que Pearl Buck, de toute évidence, ma mère, elle adorait. Alors elle a Impératrice de Chine, que j'avais récupéré, mais qu'elle a passé à une amie. Il y a ici Pavillon de femme, donc pareil, ça se passe en Chine. La mer, le livre La mer n'était pas à ma mère, en fait je l'ai trouvé dans la boîte à livres de ma ville, j'étais hyper contente de le trouver. Et également La vie n'attend pas. Alors j'avais essayé de lire La vie n'attend pas, qui lui ne se passe pas en Chine mais aux États-Unis, et j'avais pas du tout accroché. J'ai trouvé que ça avait super mal vieilli, comme quoi d'un livre à l'autre, on peut adorer et ne pas aimer une œuvre d'un même auteur. Ah, une collection un peu spéciale, c'est la collection Signée des belles lettres. Quand j'ai débuté en tant que professeur de lettres classiques, enfin vaguement, on avait eu lors de notre formation une prof qui nous avait conseillé cette collection-là pour nous aider en fait dans notre enseignement, parce qu'en fait cette collection en fait fait des livres thématiques, et dans ces livres c'est un recueil de textes en fait, des textes de l'Antiquité. Donc là le thème c'est Monstres et merveilles. J'en ai d'autres mais qui doivent être dans la bibliothèque, dans mon bureau plutôt. Et donc on a plein d'extraits de littérature antique sur le thème de Monstres et merveilles. Donc là par exemple on a un premier chapitre sur Mère nature monstrueuse. Ensuite, on a Épreuves et rencontres initiatiques, à la frontière de l'humain. Je pense que ça peut être un excellent moyen de découvrir la littérature de l'Antiquité par extrait, simplement de se donner une idée, un panorama en fait de tout ce qu'elle peut nous proposer. Un autre livre que je souhaitais vous montrer, c'est La femme mystifiée de Betty Friedan. Ça a l'air
Passionnant. En fait, je l'avais repéré en regardant un documentaire Arte. Je ne sais plus comment s'appelle la chaîne. J'essaierai de retrouver le nom et de la mettre en barre d'infos. C'est une émission littéraire animée par un jeune homme. Et il avait consacré... Alors, je ne sais plus s'il avait consacré une vidéo sur ce livre-ci ou si c'était sur la femme en général. Mais sa vidéo était passionnante. Je me le suis procuré d'occasion. Et j'ai commencé à lire l'introduction. Et c'était passionnant. Alors... Vous allez me dire, mais pourquoi tu t'es arrêtée? Bon, c'est tout. J'étais occupée à autre chose. J'étais pas prête à le lire, mais en tout cas, je n'avais lu que l'introduction et rien que l'introduction. C'était génial et j'ai compris plein de choses. Donc, La femme mystifiée. Pour vous donner une idée, je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture parce que je sens que je suis un peu floue dans mes propos. Alors, paru en 1963 aux États-Unis et en 1964 en France, déclencheur de ce qu'on a nommé la deuxième vague féministe et d'une actualité toujours plus brûlante, un best-seller ininterrompu vendu dans 13 pays et curieusement non réédité en France depuis sa parution. La femme mystifiée est, selon les critiques de l'époque, le livre qui a changé la vie des femmes et un ouvrage de salubrité publique sur la condition des femmes. Donc je vous le conseille. Enfin, je vous le conseille, je l'ai pas lu, mais je pense que ça doit être passionnant. Étant donné l'effet que ça m'a fait rien qu'en lisant l'introduction, ça ne peut être que de bon augure, je pense, pour la suite. Alors ensuite, un très bel objet livre, même si finalement c'est peut-être pas mon préféré, parce qu'en fait j'en ai vu plein d'autres qui étaient très très beaux et peut-être plus beaux que celui-là. Jane Eyre, c'est sans doute mon roman préféré. C'est le seul roman que j'ai relu à 3 reprises, et à chaque fois qui m'a fait un effet fou. J'adore ce roman, je vous en reparlerai à l'occasion. Mais donc du coup, quand je tombe sur des éditions jolies, j'ai toujours envie de l'acheter, mais je ne le fais pas. Celle-ci, en fait, c'est une édition en anglais, en fait. Voilà. Alors ça, c'est ma mère qui me l'avait offert. C'est un livre qu'elle avait trouvé à la braderie d'occasion. C'est un recueil de textes, un recueil de romans plutôt de Ernest Hemingway. J'ai jamais mis mon nez dedans. Donc c'est un recueil qui réunit l'adieu aux armes, le soleil se lève aussi, le vieil homme et la mer, pour qui sonne le glas et Paris est une fête. Et en fait, du coup, j'allais vous demander, je sais pas si vous me voyez encore, j'allais vous demander conseil si jamais vous avez lu du Hemingway, si vous avez lu l'un de ses romans, ce que vous en avez pensé, lequel vous me conseilleriez de lire, voilà, parce que vous l'avez aimé. C'est vraiment une belle pavasse, je pense que je le lirai jamais, mais de toute façon je vais le garder, c'est un cadeau de ma mère. La correspondance de Marie-Antoinette de 1770 à 1793. C'est très très gros, les pages sont très fines. Elle a écrit beaucoup. Voilà, elle a beaucoup échangé avec sa mère notamment, Marie-Thérèse. Je sais pas si un jour je lirai en entier, mais j'avais commencé, j'étais arrivée à la page 50. Bon, c'en est fait pour ce petit casier, je vous laisse là pour l'instant. Alors on se retrouve pour le deuxième casier de ma bibliothèque. Alors de quoi je voulais vous parler? De 2 livres de ma mère que j'ai récupérés dans sa bibliothèque. Quand elle était jeune, elle aimait beaucoup lire Frison Roche. Alors l'auteur Frison Roche est en fait un écrivain qui partage sa passion entre l'alpinisme, le journalisme et l'écriture.
Et un deuxième roman de ma mère que j'aimerais beaucoup lire, c'est L'Allée du Roi de Françoise Chandernagor. Alors la chaîne Misère Pourpre avait fait une vidéo, c'était une de ses toutes premières vidéos je crois, et que j'avais beaucoup aimé. En fait elle avait fait une vidéo sur les livres de sa mère. Elle avait lu 4-5 livres que sa mère lui avait conseillés, qui étaient dans sa bibliothèque, et après elle a fait un compte rendu, et je pense que j'ai bien envie de faire comme elle, avec les livres de ma mère, mais étendre, pourquoi pas, au reste de ma famille, avec les livres de mon père, de ma sœur, de mon frère, enfin voilà. Ça pourrait être sympa. Le casier que je viens de faire, en fait, c'est un casier où j'ai réuni de la littérature russe. Donc, en fait, le seul que j'ai lu pour l'instant, c'est Anna Karénine de Léon Tolstoï, que j'avais beaucoup aimé. J'avais bien entamé Crime et Châtiment. Je sais plus pourquoi je me suis arrêtée. Mais je pense que parce que j'avais l'esprit occupé à autre chose et j'arrivais pas à être dedans, mais j'aimais bien. Pareil, un livre de ma mère que j'ai récupéré dans sa bibliothèque, c'est Le Docteur Jivago. Bon, je pense qu'elle l'avait acheté d'occasion, hein. Une très vieille édition. J'ai jamais entendu quelqu'un parler du Docteur Jivago généralement quand les chaînes YouTube parlent de littérature russe, c'est Tolstoï, Dostoïevski, Bulgakov, mais j'ai jamais entendu quelqu'un parler du Docteur Jivago. Pour la peine, je vais peut-être le lire en premier. Tiens. J'avais demandé ça pour mon Noël ou mon anniversaire. Ma soeur m'a offert donc Guerre et Paix dans ces éditions-là. Il m'en reste un à me procurer par moi-même. Et en fait, c'est plus une... comment dire ? Je sais pas si vous voyez le style. Comme une impression des vieux manuscrits d'antan, quoi. C'est un casier aussi où j'ai tous les Stefan Zweig. Et j'avais oublié que j'avais celui-ci. Je vous avais parlé la dernière fois du fait qu'en fait, Stefan Zweig écrit aussi des biographies. Et moi, j'avais acheté celui sur Erasme. En fait, à la fac, en deuxième année, j'ai eu un cours qui est le cours que j'ai adoré dans toutes mes années à la fac, et c'était un cours sur la littérature de la Renaissance, sur le thème de l'humanisme et de l'éducation. Et parmi les textes qu'on avait pu étudier, il y avait des textes d'Erasme, et ça m'intéresserait d'en connaître un peu plus sa vie. Voilà. C'est aussi un casier où j'avais réuni toutes les autrices du XVIIIe siècle que j'ai. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais c'est un peu les autrices du XVIIIe siècle en France, celles dont on parle tout le temps, hein. Donc on a Madame de Staël, Madame d'Aulnoy, Madame de Villeneuve, et puis aussi Madame le Prince de Beaumont. Pouf, voilà. Mais Jane Austen. Donc j'ai Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiment, waouh, Persuasion. Alors Persuasion, j'avais décidé de le lire avant de regarder la série Netflix, qu'à titre personnel j'ai beaucoup aimé. Bon, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde. Lady Suzanne, et j'ai un dernier de Jane Austen qui est Northanger Abbey, pardon pour l'accent, que j'ai pas trop aimé, je dois avouer. Ah, c'est aussi le casier où j'ai mis Simone, la grande Simone de Beauvoir. Mémoire d'une jeune fille rangée, c'est un de mes livres préférés aussi. J'ai adoré lire ce livre. Il est tellement bien, je vous le conseille tellement. C'est un livre très lumineux, j'y reviendrai à l'occasion. Lors d'une vidéo, je pense, où je parlerai de mes livres préférés. Et du coup, je m'étais procuré la suite de son autobiographie avec La force de l'âge, qui est beaucoup plus gros, que j'ai pas encore lu. Un petit livre que j'avais lu il y a très longtemps, peut-être au lycée, je sais plus, ou au collège. Je crois que ça m'avait été conseillé par ma mère, La symphonie pastorale d'André Gide. J'avais beaucoup aimé, puis en plus c'est un tout petit livre. Ouais, j'ai un bon souvenir de ce livre. Je crois que je l'ai lu 2-3 fois. Alors, Marguerite Yourcenar, je la trouve très difficile en fait. J'ai lu Mémoire d'Adrien, il me reste à lire L'œuvre noire que j'avais essayé de commencer. En fait, Marguerite Yourcenar, je trouve que c'est une écriture très dense parfois. C'est dur à appréhender, c'est pas évident, c'est pas une lecture facile, c'est sûrement pas le livre que vous allez prendre si vous voulez vous vider la tête, voilà, et vous divertir. Là, il faut s'accrocher.
Passons maintenant au casier spécial théâtre. Alors, j'ai défait mon 3e casier. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de théâtre. En fait, il y a une partie du théâtre qui est ici. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est pas forcément toutes les pièces de théâtre que j'ai. Et il se trouve que dans ce casier, ce qui n'est pas étonnant, il n'y avait pas que du théâtre. Bon. Donc, évidemment, tous les Molières. Il y en a beaucoup quand même. Et donc là, j'ai quelques pièces de Shakespeare. Je suis très 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 loin d'avoir tout lu, même pas du tout. En fait, j'ai surtout lu ça. Donc Hamlet, Othello, Macbeth. Macbeth, je suis même pas sûre de l'avoir lu en fait. Roméo et Juliette. Et en fait, j'ai lu dernièrement Le Songe d'une nuit d'été dans cette très belle édition, avec des illustrations d'Arthur Rackham. Mais en fait, ce que j'aimerais beaucoup découvrir chez Shakespeare, ce sont ses comédies. Donc là, j'en avais acheté 2. Donc en fait, moi je pense à Comme il vous plaira, Beaucoup de bruit pour rien. Et alors, je sais pas si c'est une comédie du tout, mais j'aimerais aussi beaucoup découvrir Le Soir des Rois. Il me semble qu'à la fin du film Shakespeare in Love, il y a une allusion à cette pièce-là, Le Soir des Rois, dans lequel, si j'ai bien compris, le personnage féminin se déguise en homme. Et c'est une question que j'aime beaucoup. Enfin, donc, j'ai même un projet futur, indéterminé de vidéos sur le travestissement, que ce soit de la femme vers l'homme ou de l'homme vers la femme. J'avais listé quelques livres que j'avais lus déjà avec ce motif-là. Mario, avec les serments indiscrets. Donc là, c'est dans une édition un peu spéciale. En fait, je l'avais acheté au théâtre parce qu'en fait, j'avais été voir la pièce Les serments indiscrets au théâtre. Et j'avais énormément aimé la mise en scène. Vraiment, j'avais adoré. J'ai adoré celle qui jouait le personnage féminin, donc Lucille, je crois. C'est exactement ce que je m'imaginais, elle l'a fait. Et donc, Les serments indiscrets, c'est peut-être la première pièce que j'ai vue, peut-être la seule pièce, parce que j'en ai pas vu beaucoup non plus de pièces au théâtre, mais la première représentation qui m'a vraiment plu. La mise en scène, je l'ai trouvée super, elle était très sobre pour le coup, et le jeu était excellent, j'avais adoré. Et alors là, j'ai pris quelques livres qui sont d'excellents souvenirs de lycée pour moi. Vraiment, le lycée, j'en garde une belle nostalgie parce qu'en fait, ça a été vraiment la découverte de la littérature pour moi et j'avais un appétit monstre pour la littérature. J'adorais mes cours de littérature et de français. Voilà. Et donc là, premier souvenir de seconde, la découverte de Jean Giraudoux avec Amphitryon 38. Et en fait, on avait étudié toutes les réécritures en fait, de l'Antiquité, donc la pièce Amphitryon de Plaute, je crois, ensuite celle de Molière et puis celle de Jean Giraudoux. Et puis on avait, comme j'étais fan de l'Antiquité et de la mythologie, j'étais trop contente, donc on avait lu aussi Électre de Jean Giraudoux. Ça, c'était en première. Pour l'étude du mouvement baroque, La vie est un songe de Calderon, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai vu dernièrement la vidéo de Barocco Lecture sur ses lectures de printemps. En fait, je ne sais plus si c'est cette vidéo, parce que j'en ai vu, du coup j'en ai regardé d'autres, où elle réévoquait La vie est un songe de Calderon, elle disait combien elle aimait cette pièce, etc. Ça m'a donné envie de le relire en fait. Et alors, je crois que je l'avais lu aussi, forcément avec Électre, etc., au lycée. Mais à cette époque-là, la pièce ne m'avait pas marquée. Je crois que je ne l'avais pas suffisamment comprise. Mais l'âge faisant, l'expérience venant, etc., je l'ai relue cette année. Et qu'est-ce que j'ai adoré. C'est une belle pièce quand même. Vraiment, c'est une très belle pièce. L'écriture, elle est ouf. Elle est très accessible et en même temps, il y a des... c'est profond, quoi. Enfin bref, j'ai adoré. Bon, j'ai les pièces complètes de Racine. En fait, j'aime bien relire régulièrement des extraits de pièces de théâtre que j'aime. Et l'extrait de la pièce que je relis et que j'ai découvert assez récemment finalement, c'est la pièce Bérénice. D'ailleurs, j'ai mon marque-page pour trouver vite fait mon extrait favori. Et c'est les dialogues entre Bérénice et Titus. Je les trouve sublimes. Vraiment sublimes, magnifiques. En fait, à chaque fois, je chiale, tout simplement. C'est tout. Et j'ai déjà essayé de trouver des interprétations d'acteurs sur YouTube. J'en ai pas vraiment trouvé, ou alors quand j'en ai trouvé, j'étais très déçue parce que c'est très récité. C'est une pièce qui me touche énormément. Et je pense que ça peut toucher énormément de monde en fait, parce que la pièce Bérénice, ça parle quand même d'une histoire d'amour qui prend fin, non pas parce que les personnes ne s'aiment pas, mais parce que la vie fait que leurs chemins doivent se séparer. C'est déchirant, surtout si vous l'avez plus ou moins vécu à titre personnel. Si vous lisez cette pièce, sortez vos mouchoirs.
Alors là, j'ai quelques pièces de Marivaux. Comme je vous disais, en fait, je dis que j'aime Marivaux, mais en fait, je n'arrête pas de relire la même pièce. Et je relis pas vraiment. En fait, je cherche même pas à découvrir d'autres pièces, et c'est très mal, alors que j'arrête pas de m'en procurer. Ma pièce préférée de Marivaux, parce que c'est un peu une des seules pièces que j'ai lues de lui, avec le jeu de l'amour et du hasard, c'est La surprise de l'amour. J'adore cette pièce. Je vous en reparlerai un jour, en vous parlant de mes livres préférés, mais c'est pareil. Je relis souvent des extraits, voir la pièce entière. Et c'est une petite comédie sentimentale que j'aimerais trop voir adaptée en film de Noël, vous savez, les films de fin d'année. Je trouve que ça s'y prêterait tellement bien. Il y a quelques classiques comme ça, des comédies romantiques qui finissent bien. Il n'y en a pas tant que ça en fait en littérature française, mais il y en a quelques-unes, et il y en a chez Marivaux. Je trouve vraiment qu'en fait le cinéma, la télévision devrait vraiment s'en emparer pour faire des adaptations. Ils pourraient faire vraiment des trucs hyper chouettes, je trouve. Ça, c'est alors une pièce que j'ai trouvée, que je n'ai pas encore lue non plus, que j'ai trouvée en boîte à livres et qui a l'air hyper intéressante. Ça se passe en Amérique du Sud. Donc la controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière. Et ça a l'air hyper intéressant. Réflexion sur l'altérité qui est au cœur de la pièce. Alors, dans un couvent de Valladolid, quelques 60 ans après la découverte du Nouveau Monde, deux hommes s'affrontent dans un débat passionné. J'adore les dialogues. En fait, c'est pour ça que j'adore les pièces de théâtre. C'est que j'adore quand en fait il y a des combats d'idées ou lancement de pique, du tac au tac. J'adore ça. Les Indiens sont-ils des hommes comme les autres? Pour le dominicain Las Casas, ardent défenseur de la cause indienne, cela ne fait aucun doute. Les Espagnols, avides de conquête, ont nié l'évidence, assujettissant et massacrant les indigènes par millions. Face à lui, le philosophe Sepúlveda affirme que certains peuples sont nés pour être dominés. Tous deux s'entendent sur un point, le nécessaire salut des âmes. L'issue de cette confrontation déterminante pour des millions d'hommes pourrait bien être surprenante. Pour finir la caisse, ce casier où il n'y avait pas que des pièces de théâtre, j'ai aussi les œuvres. Je pense que c'est les œuvres complètes de François Sagan. Je n'ai lu qu'une seule œuvre, et c'est Bonjour Tristesse. Il y a Château en Suède qui me dit bien, et je ne sais plus pourquoi, c'est une pièce de théâtre. Je me souviens que j'avais découvert un petit peu le sujet de l'intrigue et que ça m'intéressait énormément. Donc il faudrait que je me penche dessus. Si jamais vous avez lu du François Sagan, à part Bonjour Tristesse, si vous avez des œuvres que vous avez particulièrement aimées, je veux bien vos conseils de lecture. Pareil, ça c'est un cadeau de ma mère. Quand c'est des œuvres complètes, c'est que c'est des cadeaux de mes parents. J'ai l'intégrale de Jules Verne. Alors, je dois bien avouer que j'avais essayé une fois de lire Voyage au centre de la Terre et que... bon, je me suis vite arrêtée, ça m'avait pas plu du tout. Mais vraiment, il faudrait que j'essaie de le redécouvrir. Il y a par exemple Michel Strogoff, que j'aimerais beaucoup voir. Je sais pas si... Il me semble que quand j'étais petite, il y avait un dessin animé, Michel Strogoff. J'avais commencé Michel Strogoff, en fait. Bon, bah je me suis vite arrêtée, de toute évidence. Bon, à voir, ça pourrait être un des projets de l'année prochaine, peut-être. Découvrir Jules Verne. Et alors là, pareil, c'est ma mère qui a tendance à m'offrir, à m'acheter des séries de livres, vous savez, qui sortent dans les maisons de presse, etc. Et j'ai plein de livres qu'elle m'avait achetés, des nouvelles en bilingue, et dedans vous avez un CD. Voilà. Et j'ai aussi dans mon casier Françoise Chandernagor avec Les Enfants d'Alexandrie et ensuite Les Dames de Rome, et j'avais bien aimé. Et je crois qu'il y a encore 2 autres romans qui suivent, que je me suis pas procuré. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour ce casier. À la prochaine du coup.
Alors j'ai oublié de vous parler de quelques pièces que j'ai mises de côté et que j'aime beaucoup beaucoup. Pygmalion de Georges Bernard Shaw, que j'adore, que j'aime beaucoup. Et je l'ai découvert d'une façon un peu spéciale, on va dire, parce qu'en fait, je l'ai découvert à travers un extrait qu'on a eu lors d'un contrôle en anglais. L'extrait qui a été mis dans le contrôle, en fait, je le trouvais super chouette et ça m'a vraiment donné envie de découvrir la pièce. Et après, ma mère m'a appris qu'en fait, il y avait une adaptation au cinéma avec la comédie musicale My Fair Lady. Avec pour rôle-titre le rôle-titre incarné par Audrey Hepburn. Alors je trouve que cette pièce est une pièce très intéressante, j'en reparlerai à l'occasion, qui est une réflexion, je trouve, sur le langage et la société. Comment est-ce que acquérir un certain type de langage vous fait changer de catégorie sociale. Voilà, c'est une pièce vraiment très très intéressante, très amusante à lire, je vous la conseille vraiment. Alors, une autre pièce que j'aime beaucoup, c'est Le Visiteur de Éric Emmanuel Schmitt. Alors, c'est une pièce qui est très accessible et qui est hyper prenante, dans laquelle on suit le professeur Freud et Dieu. En fait, alors qu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale, que les nazis sont aux portes en fait du psychanalyste qui est donc juif et donc est en danger, eh bien Dieu entre dans son cabinet et s'allonge sur le divan pour discuter avec Freud et faire une sorte de séance de psychanalyse. Autre pièce que j'aime beaucoup, c'est Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée de Musset. Alors c'est une pièce que j'avais découvert et étudiée, c'était au programme de l'agrégation de lettres. C'est une pièce très très courte, en un acte, et j'aime énormément cette pièce. C'est une réflexion sur la déclaration d'amour, la façon dont on parle de l'amour. Elle est très amusante et je l'aime beaucoup, beaucoup, voilà, tout simplement. Et un grand classique qui fait partie de mes pièces préférées, qui a été mon livre de chevet pendant très longtemps, à partir du lycée, c'est Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Je trouve que c'est une pièce magnifique. Le personnage de Cyrano de Bergerac, je l'adore, je l'aime. En fait, il y a plusieurs passages que j'aime beaucoup dans cette pièce. Il y a la fameuse tirade du non merci, qui est très très belle. Et j'aime beaucoup aussi, forcément, toute la scène avec notamment la tirade du nez, qui je trouve est super intéressante, notamment à interpréter, si vous aimez. Moi j'aime beaucoup en fait, je le fais en toute intimité de moi à moi, mais j'aime beaucoup lire et interpréter des scènes de pièces de théâtre, et le nez, je trouve que c'est un bel exercice dans le sens où à chaque fois, en fait, à pratiquement chaque vers ou tous les deux vers, en fait, il faut changer de ton. Donc c'est une tirade dans laquelle en fait Cyrano prend les devants sur toutes les moqueries qu'on pourrait faire sur son nez face à un vicomte complètement débile, et donc il va faire toute une tirade sur tout ce que ce vicomte aurait pu dire d'intelligent ou du moins d'intéressant, et donc il fait l'inventaire de tous les tons qu'il aurait pu prendre, de tous les arguments qu'il aurait pu sortir pour parler de ce nez dont est affublé Cyrano. Vous voyez, on passe tous les deux vers à quelque chose d'autre, donc en variant le ton par exemple. Tenez, agressif. Moi monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampelephantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Etc., etc. Et je trouve que c'est un bel exercice, en fait, par exemple, à faire pourquoi pas, à ses élèves. Voilà, Cyrano de Bergerac, c'était la dernière pièce que je voulais vous montrer, qu'il y avait dans mon petit casier et que j'aime énormément. Voilà, j'arrête là. Alors là, on en arrive au casier avec des classiques en vrac, avec des pièces de théâtre évidemment, pour rester logique. Voyons ça. Ça y est, j'ai débarrassé mon 4e casier. Je voulais vous montrer 2 livres que j'ai récupérés, qui je pense sont de mon père. Donc j'ai Camus, c'est un fan de Camus, ou c'était un fan de Camus et de Sartre. L'exil et le royaume, là c'est un recueil de nouvelles je crois. Les rêveries du promeneur solitaire, je sais qu'il l'avait étudié au lycée et qu'il l'a annoté, et il me disait qu'il avait énormément aimé ce livre, qu'il l'avait marqué. Alors ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais déjà lu un roman de Bulgakov. Je pourrais l'ajouter à ma liste des auteurs russes lus, ça fera que le 2e, mais bon, c'est mieux que 1. Et c'est le roman de Monsieur Molière qu'en fait notre professeur de français nous avait fait lire en première, et je m'imaginais absolument pas que c'était de Bulgakov, et ça m'a donné envie du coup de le relire, parce que je ne m'en souviens absolument pas. Ah, alors, pour ceux qui sont de ma génération,
Donc là j'ai retrouvé mes livres que j'avais étudiés au bac L pour la terminale, enfin quelques-uns du moins, avec Les Contes de Charles Perrault, que j'avais beaucoup aimé. Alors par contre, Les Planches courbes d'Yves Bonnefoy, c'était un peu un événement parce qu'en fait Yves Bonnefoy était encore vivant, donc on étudiait pour le bac un auteur vivant. Bon, par contre, la poésie, j'y suis assez hermétique malheureusement. Peut-être que j'y suis plus sensible aujourd'hui, mais à l'époque je comprenais rien. Il faudrait que je le relise à l'occasion parce que je pense que j'y serais beaucoup plus sensible, que je comprendrais beaucoup mieux les poèmes en fait, et les faits recherchés. Et le livre que j'ai adoré, et je pense que tout le monde l'a adoré de tous les terminales L de cette année-là, c'est Diderot avec Jacques le Fataliste et son maître. Qu'est-ce que c'était bien. J'ai adoré, c'était trop bien. La vie de Marianne, de Marivaux, qui est quand même un gros livre que j'avais beaucoup aimé, mais une fois qu'on arrive à la fin, eh ben on découvre qu'en fait c'est pas la fin et que la suite, Marivaux ne l'a jamais écrite. Méchant. Le Hussard sur le toit de Jean Giono, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vu une vidéo sur Instagram de Antastasia et ça m'a donné très envie de le lire, enfin, un jour. Montaigne, les essais, alors j'ai eu un cours à la fac sur Montaigne. C'est un personnage, une personne que j'aime beaucoup humainement, que je trouve très intéressante. Et j'aimerais vraiment beaucoup plus le découvrir. Ah là, c'est Souvenirs de lycée, pareil, toute nostalgique. L'Utopie de Thomas More, que j'avais beaucoup aimé. On avait fait en première une séquence sur l'utopie. Bon, je pense que beaucoup avaient dû faire une séquence sur l'utopie. J'avais adoré tous les textes qu'on avait étudiés. Dans les vieux textes en général, j'aime bien voir à quel point on est pareil, à quel point les choses n'ont peut-être pas changé, mais en même temps à quel point nous sommes différents. Voilà. Et Le Prince de Machiavel. J'avais adoré également découvrir ce texte. Après, bah là, j'ai retrouvé dans ce casier une partie des livres que j'avais étudiés pour l'agrégation. Donc on avait les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, les Lettres de Madame de Sévigné, le Roman de la Rose, et puis Délit, objet de haute vertu, donc un poète du XVIe siècle, qui est, je trouve, très difficile d'accès. Donc une poésie qui n'est pas évidente, mais passionnante à partir du moment où on a un professeur pour nous expliquer, pour nous guider en fait. Dans ce casier, j'avais aussi quelques pièces de Musset, dont un doublon avec Lorenzaccio. Alors, Il ne faut jurer de rien. Vous avez une adaptation en film, en film français avec Jean Dujardin, Mélanie Douté, que j'avais bien aimé. Il y avait aussi Gérard Jugnot dedans. Je vous conseille l'adaptation en film. Moi, j'avais bien aimé. Je trouvais ça sympathique. Un livre que je me suis procuré il n'y a pas si longtemps que ça, Guerre aux hommes, suivi de Quelques vilains types d'hommes de Olympe Audouard. Olympe Audouard, c'est une romancière, journaliste, conférencière, grande voyageuse du 19e siècle, qui répond avec finesse et humour dans un ouvrage en 2 parties, pour répondre aux attaques incessantes qu'elle reçoit des hommes. Guerre aux hommes est un réquisitoire contre les préjugés qui font des femmes des êtres inférieurs aux hommes, et une plaidoirie pour l'égalité des sexes. Et le texte suivant, Quelques vilains types d'hommes, est une galerie de portraits satiriques dans la tradition du bestiaire humain. La démonstration est vivante, l'argumentation maîtrisée et le ton volontiers railleur. Mais l'offense n'est pas sans conséquence. Elle vaut à l'autrice d'être exclue des manuels d'histoire littéraire. Cette édition y remédie. Je vous en avais parlé dans ma vidéo Book Haul, où je vous disais que j'avais acheté La chatte de Colette et que j'avais déjà Gigi de Colette dont je ne me rappelais pas, et j'avais dit qu'il y avait un autre texte qui accompagnait ce texte-ci. En fait non, il y a 3 nouvelles qui accompagnent ce texte-ci, et c'est L'enfant malade, La dame du photographe et Flore et Pomone. Flore et Pomone me questionne beaucoup parce qu'il me semble que c'est tiré à la base des Métamorphoses d'Ovide, donc ça titille ma curiosité. Et puis la fameuse, j'en parlais aussi que j'avais une édition particulièrement moche de L'entrave de Colette que j'avais eu en braderie, mais le résumé à l'arrière me disait vraiment: l'entrave, c'est l'amour véritable, celui que redoute René Néré, parce qu'il lui faudra le payer de sa liberté, de son orgueil. Elle fuit, elle se débat, elle se tait, elle ment, mais elle est vaincue. Colette nous raconte l'histoire très belle de cette défaite par laquelle commence le bonheur. Et enfin, je voulais vous montrer quelques jolis livres qu'il y avait dans ce casier. Alors, les poèmes de Sangor. J'avais récupéré quelques livres de la mère d'un ami de mon frère qui était professeur de français.
et ça faisait partie des livres qu'elle m'avait passés. Je ne l'ai pas lu, évidemment. Poésie de Paul Valéry. Donc ça fait partie des livres que j'avais achetés à Becherel, la ville de Becherel en Bretagne, dont je vous parlais dans ma vidéo mes 24 romans d'inspiration antique. Pareil, ça c'était en braderie. Bon, c'est vraiment juste pour faire plaisir parce que il n'y a pas grand chose des caractères de La Bruyère là-dedans. Hein. Donc ces 2 livres, des extraits des caractères de La Bruyère, classique Larousse, tout fin. Dans la ville de Becherel, je m'étais acheté ce très beau, je trouve que c'est vraiment une très belle édition, des œuvres de Louise Labbé. Regardez, c'est beau quand même. Je trouve ça très joli. Donc ça, quand je pense que l'année prochaine, du coup, je ferai une série de vidéos sur les femmes et le XVIe siècle. Bon, les femmes et la littérature du XVIe siècle, comme je suis en train de le faire sur le Moyen-Âge. Et forcément, il y aura Louise Labbé dans les femmes, les autrices à lire. Et enfin, le dernier très beau livre. Donc là, c'était un cadeau de mes parents pour un anniversaire ou Noël, je ne sais plus, puisque tous les 2 sont en décembre. Donc on a un exemplaire de la Pléiade de Shakespeare, ces tragédies. Je crois que j'ai jamais osé trop l'ouvrir, tellement précieux. La pièce qui me dit le plus de lire, c'est Antoine et Cléopâtre. En fait, j'ai le souvenir d'une amie qui, au lycée, avait été le voir au théâtre et elle avait adoré. Et du coup, ça m'a donné depuis envie de le lire. Enfin, je dis ça, mais ça doit faire plus de 10 ans que je ne l'ai toujours pas lu, mais bon. Donc voilà à peu près pour ce que je voulais vous montrer pour ce casier. Alors venons-en au casier numéro 5. Alors je reviens avec un casier dans lequel j'avais mêlé à la fois de la littérature antique et des romans d'inspiration antique. Je laisse de côté tous les romans d'inspiration antique que je vous ai déjà présentés dans une précédente vidéo. Je vais commencer par les romans d'inspiration antique, vous montrer ce qui me reste. Il n'y en a que 3 en fait que je vais vous montrer. Mais d'abord, tout simplement Le Chant d'Achille de Madeline Miller. En fait c'est ma mère qui me l'avait acheté. Et je n'aimais tellement pas la couverture, et puis Achille n'étant pas un personnage mythologique qui m'intéressait particulièrement, je ne l'ai pas lu pendant 3 ans. Et puis un jour, je me suis dit allez vas-y, et ça a été un gros coup de cœur. Alors après avoir fini Le Chant d'Achille en librairie, je suis tombée sur le format poche de Circé de Madeline Miller. Donc autant vous dire que je me suis jetée dessus très très vite. Les dîners de Calpurnia de Jean Diwo, que j'avais bien aimé. J'avais trouvé ça vraiment très agréable à lire. Donc l'histoire démarre sous Néron. Donc on suit l'histoire de Calpurnia et des hommes qu'elle fréquente. Donc ce sont surtout des artisans, des artistes, donc des sculpteurs, des architectes, etc. Et en fait, on va suivre cette famille pendant de très longues années et on va suivre en même temps les empereurs successifs. Et en fait, on a des tableaux successifs de ce que fut le règne de chacun des empereurs. Donc pour ça, c'était vraiment une lecture très chouette. Un grand classique, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz, que je vous conseille, que j'avais adoré. Pareil, qui se déroule sous le temps de Néron, où l'on suit notamment les premiers martyrs chrétiens. C'est un roman passionnant. Je vous le conseille, encore une fois, vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant, je vais passer du coup à ce que j'ai dans ce casier en littérature antique. Donc j'ai du théâtre grec avec Aristophane, le 2e volume que j'avais adoré, avec les oiseaux, Lysistrata, l'Assemblée des femmes, les Thesmophories, les grenouilles. Je les ai toutes aimées, tout simplement. Terence, le théâtre, je n'ai pas lu. Je n'ai lu aucune pièce de Terence. C'est du théâtre grec assez tardif. Et les tragédies complètes de Sophocle, j'en ai lu quelques-unes. J'ai un tout petit livre là, de Platon, qui est Criton, que je vous conseille. Si vous voulez démarrer Platon avec une œuvre qui est facile, Criton c'est parfait. En fait, Criton c'est un des amis de Socrate. Et dans ce livre, Socrate vient d'être mis en prison. Il est accusé de corruption de la jeunesse et d'impiété. Et Criton vient lui rendre visite en ayant payé grassement le gardien et il lui propose de s'enfuir. Ensuite, j'ai les poèmes de Sappho. Je pense que ça va être surtout intéressant de lire la très longue introduction, j'ai l'impression. En fait, c'est vraiment très très lacunaire. En fait, je vois pas comment je vais pouvoir apprécier les poèmes de Sappho. Voilà. Alors parfois on a un peu de texte quand même. Les pages sont plutôt vides quoi. Donc je vois pas comment je vais réussir à apprécier Sappho. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait, le principal intérêt ce sera de lire l'introduction. Daphnis et Chloé de Longus. C'est un très beau roman.
En fait, c'est surtout le prologue que je trouve magnifique. Pour ce qui est de la littérature latine, j'ai quelques lettres à Lucilius de Sénèque, j'ai le théâtre complet de Plaute, et j'ai aussi le premier volume du théâtre complet de Sénèque, les pensées de Marc Aurèle, les lettres d'amour d'Ovide, qu'il faudrait que je finisse de lire. En fait, je trouve que ce sont des lettres qui sont très belles, mais assez répétitives. Donc il faut les lire peut-être pas tout d'un coup, quoi. Et enfin, donc là on sort de la littérature grecque et latine avec l'épopée de Gilgamesh. Alors j'avais cette version-là d'abord, et puis je me suis acheté cette version-ci dans un musée. Dans le musée de ma région, en fait, il y a eu à un moment donné une exposition temporaire sur la Mésopotamie. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils mettaient en avant l'épopée de Gilgamesh. Ah, et puis après, j'ai tous les livres, un peu de, on va dire, documentaires, essais, etc. Bon, là, un truc très chill, divertissement, on va dire, c'est Platon à la plage. L'invention de la philosophie dans un transat. Alors, La femme dans la Rome antique, que je m'étais procurée d'occasion, que j'ai lu. Qu'est-ce que la philosophie antique? En fait, ça je pense que c'est très intéressant, j'avais lu quelques extraits. C'était un livre conseillé, pareil, par une de mes profs de fac. Et j'avais compris plein de trucs, c'était pas mal. Les bas-fonds de l'Antiquité, de Catherine Salle. Les Étrusques. Introduction au théâtre antique. En fait, là, c'est simple, on a les résumés de toutes les pièces. Donc c'est un petit ouvrage très pratique. Et puis on a une introduction générale sur le théâtre. Je me trouve pas très inspirée pour ce casier. Alors, j'ai fini tous les casiers qui sont au sol et je passe au premier étage. Et donc nous passons au 1, 2, 3, 4, 5, au 6e. En fait, je suis en train de vous dire des bêtises parce que le 5e, c'était déjà le premier étage. Donc on passe au 7e qui est le 2e casier du premier étage. On s'en fiche. Donc là, il y a un peu de tout dans ce casier. Alors, j'ai été une très très grande fan de Bernard Werber. Je l'ai découvert au lycée avec Nous les dieux. Et alors, qu'est-ce que j'avais adoré. Et puis du coup j'ai lu toute la suite. Après j'ai lu tout ce qui se trouvait avant. Donc en l'occurrence c'était Les Thanatonautes et l'Empire des Anges. Depuis je me suis arrêtée de le lire. Alors je sais pourquoi je me suis arrêtée de le lire. On trouvait toujours les mêmes personnages en fait. Donc on lisait un peu toujours la même chose, enfin du point de vue des personnages, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait un personnage féminin principal, il fallait forcément qu'elle soit rousse. Je sais à présent ce que veut dire l'adverbe subrepticement, qui est utilisé de façon multipliée et exagérée. À un moment donné, il faut peut-être changer d'adjectif, non? Pendant le lycée, ça a été vraiment ma lecture divertissement number one. Voilà. Alors, allons-y pour un état des lieux. J'ai retrouvé The Brooklyn Follies de Paul Auster. Au lycée, j'avais fait spécialité anglais et on avait étudié ce livre. Pareil, c'était un auteur vivant et Paul Auster est mort cette année, je crois. Donc je n'ai lu que ce livre de lui. Je m'étais procuré la trilogie new-yorkaise, que je n'ai toujours pas lu, en anglais. Mais je crois qu'il faudrait que j'essaye de lire plutôt en français pour vraiment l'apprécier. Parce qu'en fait, je trouve qu'en lisant en anglais, j'ai toujours un filtre. En français, disons que quand je lis ou quand on me parle en français, ça s'adresse directement aux émotions, au cœur. Alors que quand je lis dans une langue étrangère, donc en l'occurrence l'anglais, j'ai l'impression qu'il y a toujours un filtre et que ça me coupe des émotions. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut dire notre langue maternelle, c'est un peu notre langue de cœur. Peut-être parce que ça, ça nous touche directement. On n'a pas besoin de passer par le cerveau, interprétation. Ah, il a dit ça, d'accord, voilà. Alors, ça, je remercie Booktube pour ça, et notamment les chaînes de Antastasia et de Nabolita qui m'ont fait découvrir Vigdis Lafarouche de Sigrid Undset. Ça a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce roman, vraiment. Je crois que je vais le mettre parmi mes romans préférés. Je trouve la fin, en fait, c'est une tragédie. Ce roman, c'est une tragédie. Je vous le conseille. Là, j'avais mis quelques romans en anglais. Je m'étais procuré Rebecca en anglais de Daphné du Maurier. J'avais commencé à le lire et j'avais été happée. Comme quoi, je suis un peu paradoxale, hein, mais là pour le coup, j'ai réussi à apprécier le style et à être happée par le début. Je trouvais le début envoûtant. Et j'ai continué à le lire, puis à un moment donné, je n'étais plus sûre du tout de comprendre ce que je lisais. Donc je l'ai arrêté, et puis je l'ai lu en français quelques années après, je crois. La fameuse édition Penguin. Je crois que j'ai lu seulement, enfin en tout cas quelques aventures de Sherlock Holmes.
je trouve que ça se lit assez bien. Pour un lecteur, comment dire, quelqu'un qui a un niveau en anglais très moyen, je trouve que c'est plutôt accessible. J'ai pas aimé. Ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Enriquez, je n'ai pas du tout aimé. En fait, j'aimais pas le style. Et puis les nouvelles, comment dire, elles se finissaient, je me disais, j'ai l'impression que la nouvelle n'est pas finie et je vois pas où elle veut nous emmener. Non, vraiment, ça l'a pas fait du tout pour moi. Par contre, il y a un épisode qui m'a horrifiée, qui est avec un chat qui se fait manger. Et pour le coup, la scène était très bien écrite. Et j'en ai fait une image mentale un peu trop précise. Je déteste cet épisode. Si vous avez un enfant dans votre entourage, un adolescent qui est fan de mythologie, franchement, je vous conseille Le journal d'une déesse de Teresa Buongiorno. Je trouve que c'est un très bon roman jeunesse. J'avais fait une petite chronique sur mon site Circe Satirensi, ou alors le blog de l'Antiquité pour tous, où je détaille un peu plus le fond de ma pensée. Je trouve que c'est vraiment un bon roman jeunesse sur la mythologie. Alors ça, c'est ma mère qui m'avait acheté ça, c'est des mangas. Je suis pas manga du tout. Thermae Romae. Et il y a une adaptation sur Netflix en animé. Voilà, si ça vous intéresse. Percy Jackson, que j'ai lu en anglais, le premier tome. Ok. Une très jolie édition de L'Appel de la forêt de Jack London, que je n'ai pas lu. Alors, ça doit être très intéressant, enfin, ça doit être sympathique à lire. Brexit Romance de Clémentine Beauvais. Brexit Romance, apparemment, c'est une sorte de réécriture d'Emma de Jane Austen. Et d'ailleurs, j'ai lu la nouvelle traduction d'Emma qui est faite par Clémentine Beauvais. Et j'avais bien aimé. Ah, et ça, donc ça, je me l'étais procuré il n'y a pas si longtemps que ça, je pense l'année dernière, en braderie, La fabrique de poupées. Est-ce que vous l'avez lu et qu'en avez-vous pensé? Ça m'intéresserait de savoir. Ça me disait bien, ça avait l'air sympa, ça se passe à Londres au 19e siècle. Alors, citation du Figaro Magazine, réaliste et richement documenté, ce roman noir flirte autant avec le conte fantastique que le thriller trépidant. Les aiguilles d'or de Michael McDowell, on en a tellement parlé. Là, j'ai essayé de prendre un tome unique pour voir. Donc là, on en vient au casier lettres classiques, enfin vraiment littérature de l'Antiquité, avec quelques intrus, hein, clairement. Du coup, je vais surtout vous faire un petit point sur les éditions Belles Lettres, enfin mini point. En lettres classiques, donc forcément, on nous demande d'acheter des éditions bilingues, en grec, français, latin, français. Alors les Belles Lettres, on a le grand format, on va dire, qui coûte très très cher. Et quand j'ai débuté mes études de lettres classiques, on devait acheter ces livres-là. Donc c'était un budget assez conséquent quand même sur le porte-monnaie des étudiants. Alors il y avait un code couleur en fait. Donc vous avez par exemple, tous les auteurs grecs sont en jaune et tous les auteurs latins sont en rouge. Pardon, j'ai perdu le nom de la couleur. Et donc là par exemple, là, ce livre-là, qui est assez épais quand même, il coûte 39,60 €. Lui, tout fin, 35 €. Mais heureusement, ils ont sorti enfin des livres de poche. Donc du coup, les professeurs nous demandaient d'acheter plutôt la version poche. Donc en l'occurrence, ce genre de choses-là. Là, c'est un autre prix. Là, c'est 19 € alors que c'est une belle bête. Et là, 7 €. Merci. Alors à l'agrégation, on a étudié le champ 3 des Argonautiques d'Apollonios de Rhodes. J'ai adoré étudier Apollonios de Rhodes et les Argonautiques. Les Argonautiques, en fait, c'est sur Jason et la Toison d'Or et sa relation avec Médée. Et là, nous, ce qu'on avait étudié, c'est vraiment le champ où on voit la jeune Médée qui tombe amoureuse de Jason. Et c'est des passages qui sont superbes, qui sont très très beaux. Vraiment, quelques années après, ils ont sorti cette très jolie édition des Argonautiques d'Apollonios de Rhodes, donc avec le texte complet, que j'ai toujours pas lu, que j'avais commencé à lire. J'avais beaucoup aimé déjà le début, et il faudrait vraiment que je le reprenne pour le lire dans son intégralité. Je suis sûre que je vais adorer. Alors il y a ce livre-ci, que ma sœur m'a offert, et il s'agit de La vie des 12 Césars de Suétone, que j'ai pas encore lu non plus. Les Métamorphoses de Landor, j'ai adoré, c'est un très bon roman. Et dans Les Métamorphoses de Landor, vous avez le conte d'Amour et Psyché, qui est un très très joli conte. J'adore ce texte. On suit l'histoire d'un personnage qui décide de se rendre, je crois que c'est en Thessalie, dans le pays un peu des sorcières, etc. Je crois alors je sais plus s'il dort chez un ami ou s'il dort dans une auberge, mais le fait est que, en fait, il sait que l'une des servantes ou l'épouse de l'ami en fait pratique la magie, la sorcellerie, et de nuit il décide de monter dans son atelier en catimini
Et puis il regarde un peu par le trou de la serrure ce qui se passe, et puis il la voit se transformer en oiseau et partir comme ça au loin dans le ciel. Il entre à son tour dans la pièce et il se dit mais moi aussi je veux me transformer en oiseau. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il boit une fiole qui le transforme en âne. Et donc toute son aventure, ça va être mais comment retrouver sa forme humaine en fait. Bon, il y a tout un propos philosophique que je serais incapable de vous expliquer, ou en fait il faudrait que je le relise et que je lise une introduction, que je lise des commentaires en fait sur le texte. Donc l'âne en question vit 1000 aventures, et à un moment donné il se fait enlever par des brigands, donc il devient l'âne des brigands, donc il se retrouve dans une grotte, etc. Et en fait les brigands à un moment donné enlèvent une jeune fille, et ils l'amènent à la grotte, et il se trouve que les brigands, eh bien ils ont leur servante. Et cette servante, qui voit que la jeune fille est paniquée, eh bien, cherche un moyen pour l'apaiser, la calmer. Et elle va lui raconter une histoire. Et cette histoire qu'elle va lui raconter, c'est le conte d'Amour et Psyché. J'aimerais beaucoup lire les hymnes homériques d'Hésiode, par exemple. Il faut que je lise ou relise l'Énéide, parce que je pense que je ne l'ai lu que par extrait, que je ne l'ai jamais lu dans son intégralité. Pareil, les Métamorphoses. À un moment donné, j'ai essayé, mais le début, je le trouve assez chiant, j'avoue. À la création du monde, de la terre, le ciel, machin, ça m'embête, j'aime pas trop. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois. C'est déjà bien. Bon, alors là, on en arrive aux 2 casiers restants, qui sont un peu des casiers fourre-tout. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, avant-dernier casier, 2 souvenirs de lycée encore. Je vous bassine avec les souvenirs de lycée, mais c'est des souvenirs qui sont très heureux en fait. En tout cas, du point de vue des études, je dis pas pour le reste, mais niveau études, découverte de la littérature, ça a été de mon souvenir. En seconde, en fait, on a commencé par étudier le romantisme, et je crois que c'est une très bonne idée de faire découvrir la littérature à des adolescents, à des jeunes lycéens, avec la littérature romantique. Donc il y a Les souffrances du jeune Werther de Goethe, et puis on avait lu aussi du Chateaubriand. Alors on avait lu René ou Atala, je ne sais plus, que j'avais beaucoup aimé. La Reine Margot, que j'ai adoré. J'aime pas du tout quand ils mettent des couvertures de films, quand ils mettent des affiches de films à la place de la couverture du livre, je trouve ça horrible, je déteste ça. Mais là c'est bien fait parce que ça fait un peu façon dessin, parce qu'on voit bien que c'est Isabelle Adjani là dans le rôle de la Reine Margot. Et en fait, dans ce que je voulais dire au départ, c'est que j'ai fini de lire les laits de Marie de France. J'ai pensé à cette affiche-là, à cette image de couverture-là, en lisant l'un des laits de Marie de France. C'est le Rossignol. Voilà. Mystère. En fait, je trouve que dans les laits de Marie de France, il y a toujours une scène forte, en fait, qu'on pourrait illustrer. Qui donnerait une superbe illustration et qui viendrait symboliser l'histoire en fait. Le bal des sceaux de Balzac, alors ça c'était mon frère qui l'avait étudié au lycée, je lui ai piqué et j'ai beaucoup aimé, c'est très court. Si on veut démarrer la lecture de Balzac, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée. J'ai adoré la fin, la conclusion un peu symbolique, une scène symbolique en fait. Il est fort ce Balzac. Souvenir de lycée avec Mémoire de jeune mariée. En fait, avant d'entrer au lycée, on avait fait parvenir à ceux qui allaient entrer en fait au lycée une liste de livres qu'ils pouvaient lire pendant les grandes vacances. Voilà, devoir de vacances. Et il y avait notamment Mémoire de jeunes mariés de Balzac, et donc j'avais lu ça et j'avais adoré. Je vous le conseille. C'est l'histoire d'une correspondance entre 2 jeunes femmes, 2 jeunes filles, 2 amies qui vont chacune se marier. Et je crois que dans mon souvenir, l'une fait une sorte de mariage de raison, et puis en fait l'amour vient petit à petit, et puis l'autre un mariage de passion. Et ça se passe pas trop bien, il me semble. Enfin, je sais plus trop. Vraiment, 2 beaux titres de Balzac, je trouve. Là, cette fois, c'est Souvenirs de fac. Encore du Balzac. En fait, la première année de fac, on avait étudié la trilogie des 13, qui comprend Ferragus, la duchesse de Langeais et la fille aux yeux d'or. Et j'avais adoré ce cours et j'avais adoré lire ses romans, surtout Ferragus et la Duchesse de Langeais. Et la Duchesse de Langeais, il y a eu une adaptation cinématographique avec Guillaume Depardieu qui s'appelle Ne touchez pas à la hache, que j'avais plutôt bien aimé. Voilà. Alors Chateaubriand, à la fac, en master, j'avais fait un dossier de recherche sur les aventures du dernier Abencerrage, que j'avais beaucoup aimé, donc je vous le conseille. La Chartreuse de Parme, qu'est-ce que j'ai adoré, de Stendhal, très très bien. Il y a quelque chose de pittoresque, c'est un roman très positif, romanesque. Enfin. Et puis je trouve que la couverture transcrit bien l'ambiance du livre. Coller la Reine, l'autre roman de Dumas que j'ai lu et que j'avais adoré. Je m'étais procuré ça. Daniel Pénac,
Les 10 droits du lecteur. Et c'est un roman pop-up, enfin un roman. C'est un livre pop-up quoi, bon, un petit peu pop-up. Alors attendez. Hop là. Donc là c'est le droit de ne pas lire tout simplement. Et de jouer à la place par exemple. Alors j'ai un recueil de récits de Tolstoï. C'était la mère d'un ami de mon frère, professeur de français, qui m'avait donné ce livre-là. Alors dans ce recueil, on a Hajimura, Le bonheur conjugal, Le faux coupon, Une tourmente de neige. Je n'ai rien lu de ces récits. J'avais commencé Hajimura. Le début était magnifique. Je dis, oh, ça y est, je tombe sur un livre que j'adore. Et donc du coup, ça m'a fait penser aussi peut-être à Anna Karénine. Enfin, j'ai retrouvé en fait l'écriture de Tolstoï, tout simplement. Et passé l'introduction, quand on arrive vraiment sur l'histoire d'Hajimura, j'ai complètement décroché et j'ai pas réussi à continuer. Autre souvenir de fac, Histoire de ma vie, de George Sand. On avait étudié, on devait lire le premier tome d'Histoire de sa vie. Donc j'ai acheté aussi le deuxième. Et j'avais adoré. C'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Lisez Histoire de ma vie de George Sand. Moi, il faut que je lise le tome 2, mais bon, après, je me rappelle plus du tome 1. Mais elle a une écriture sublime. Et puis, ouais, juste, elle a une écriture sublime. Et j'ai été complètement happée par le personnage de George Sand, enfin, par la personne de George Sand. Excellent souvenir de fac. Alors, j'ai retrouvé dans la bibliothèque de ma mère Wuthering Heights. Je sais pas comment on dit, Wuthering Heights. C'est ça qu'on dit, Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, mais en anglais. J'ai quelques livres d'Amélie Nothomb. Après, je peux pas dire que j'adore Amélie Nothomb. Je crois que j'ai surtout aimé ses 2 premiers romans. Donc, Stupeur et Tremblement, et je sais plus c'est quoi le deuxième. Il me reste à lire Le Crime du comte de Neuville. J'ai lu ces 2-là. Mais avant de lire Le Crime du comte de Neuville, il faut que je lise Le Portrait de Dorian Gray, parce que je sais que ça s'est inspiré du Portrait de Dorian Gray. L'Antre des Louves, pour un roman d'inspiration antique que j'ai lu, j'ai bien aimé. Par contre, un livre que vraiment que j'ai abandonné, Recherche Gentleman Fortuné de Sophie Irvine. En fait, je pensais me livrer à un petit plaisir coupable en me disant oh, je vais lire une histoire d'amour, ça fait longtemps, etc. Personnellement, j'ai trouvé que c'était pas convaincant, que l'histoire n'était pas convaincante, que la relation n'était pas convaincante entre les 2 protagonistes. Et ça m'a saoulée et du coup je l'ai arrêté. Très déçue. Et ben voilà, je vais m'arrêter là pour ce casier. Ça y est, on en arrive au dernier casier de ma bibliothèque. Cette très belle édition que m'a offert ma mère, je crois, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Un livre que j'ai depuis je sais pas combien d'années. C'est un gros pavé. C'est Jonathan Strange et Mr. Norrell de Susanna Clarke. Alors j'ai dû le recouvrir parce qu'en fait la couverture était peinte en noir et en fait on avait les dos noirs à la fin. Ça fait à peu près 800 pages. Ah non, même plus, 850 pages. Alors j'ai vu que Délivrez-nous en avait parlé à un moment donné, comme quoi ça avait été une excellente lecture, mais il faut du courage quoi. Ça ferait partie d'un défi pavé. Les Rois maudits, que j'avais commencé et que j'avais beaucoup aimé ce que j'avais commencé. Si vous aimez les romans historiques, je pense que c'est du bon. Magnifique édition d'Orgueil et Préjugés en anglais. Alors j'ai fait une année de master littérature jeunesse. Et du coup, j'avais lu, ou je m'étais procuré des classiques de la littérature jeunesse. J'avais lu Les Contes de fées de Madame d'Aulnoy, et je vous le conseille. C'est tellement bien, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. J'ai adoré, c'était très rafraîchissant, parce que elle dévie quand même des motifs très traditionnels des contes de fées. Et j'avais adoré. Vraiment, j'avais adoré. Alors, j'avais trouvé dans la bibliothèque de mes grands-parents un classique en fait de la littérature jeunesse que je connaissais pas avant de faire ce Master 1. C'est Le pays où l'on n'arrive jamais d'André Dautel. Est-ce que vous l'avez lu? Les avis n'ont pas l'air très positifs. Et un autre classique que je n'ai toujours pas lu, Sa Majesté des Mouches de William Golding. Voilà. Alors c'était aussi, je l'ai vu aussi en master littérature jeunesse, mais évidemment c'est pas de la littérature jeunesse, c'était pour une UE qui portait sur le conte. Il me semble qu'elle nous avait conseillé La Compagnie des loups de Angela Carter. Alors le seul livre d'horreur que j'ai lu de ma vie, je pense, c'est L'Exorciste de William Peter Blatty, que j'avais bien aimé. Bon, ça m'a pas autant horrifié que le film, peut-être. Tant mieux. Donc ça, je l'ai piqué dans la bibliothèque de ma sœur, c'est L'Évangile selon Pilate d'Éric Emmanuel Schmitt. Bon roman d'inspiration antique sur la Bible quoi. Pareil, je l'ai piqué dans la bibliothèque de ma sœur, Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével, pour la fantaisie française. Et puis c'est tout, je crois que je vais m'arrêter là. En fait, je suis épuisée. Enfin, épuisée, faut pas exagérer, mais je sais plus trop quoi dire. Donc on va s'arrêter là.